Abdelmajid Tebboune, il fait l'objet d'une opération de déstabilisation. C'est pas pour le défendre. Non, je ne défends pas Tebboune. Je suis l'un de ses pires détracteurs. Et je suis l'un de ses pourfendeurs. Mais Abdelmajid Tebboune, il est sous pression dans le dossier émirati. On veut le pousser à rompre les relations diplomatiques et politiques avec les Émirats. Sauf que lui, il n'a pas le courage de le faire. Il n'a pas envie de le faire. Il faut savoir, je vous raconterai une histoire. Sur le Maroc, je ne l'ai peut-être jamais rencontré, je pense que je l'ai révélé, on a raconté cette anecdote. Quand Abdelmajid Tebboune, au mois d'août 2021, quand il a convoqué dans son bureau la présidente de la République, Ramtan Amamara, le chef de la diplomatie algérienne, il l'a convoqué dans son bureau pour lui dire prépare-toi, demain, c'était la veille de l'annonce, c'était au mois d'août 2021, la veille de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. La veille, Ramtan Amamara a été informé par Abdelmajid Tebboune, pas informé, instruit par Abdelmajid Tebboune d'organiser une conférence de presse pour annoncer la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat, ou la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Ramtan Amamara était étonné, était choqué, était étonné, il savait pas, il savait pas comment répondre, il savait même pas comment réagir, il était sous le choc. Annoncer la rupture des relations diplomatiques, c'est une décision radicale, violente, qui a des répercussions sur les relations internationales, sur l'image de l'Algérie, sur les intérêts, et qui peut entraîner l'Algérie dans une situation à laquelle elle n'était pas préparée. L'Algérie, en août 2021, elle n'était pas préparée à la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Quand il ne savait pas où donner de la tête, comme on dit, Ramdan Amamara a essayé de faire raisonner Abdelmajid Tebboune. Il dit, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop précipité? Est-ce qu'on ne devrait pas tester d'autres mesures? Est-ce qu'on pourrait pas faire est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres leviers de pression? Est-ce qu'on pourrait pas... Et là, Abdelmajid Tebboune lui dit, écoute, c'est une décision indiscutable, c'est pas moi qui le veux, c'est l'armée. C'est l'armée qui le veut. C'est l'armée qui veut que la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, donc on n'a pas le choix, on leur fait plaisir. C'est ce que Tebboune a fait croire à Ramtan Amamara. Ramtan Amamara n'a jamais su la vérité par ailleurs. Il ne s'est jamais rapproché de Saïd Chengreha pour connaître la vérité. Amamara n'a jamais osé appeler Saïd Chengreha pour lui dire, Monsieur le chef d'état-major de est-ce que c'est vrai, c'est vous qui avez demandé la rupture des relations diplomatiques? Parce que pour tout diplomate et pour tout décideur politique sensé et logique, une telle décision radicale et violente et brutale, qui ne repose pas sur un argumentaire bien construit, était contre-productive. D'ailleurs, on le voit jusqu'à aujourd'hui, la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc a été contre-productive. Elle n'a pas du tout favorisé les intérêts de l'Algérie, au contraire, elle a donné au Maroc le rôle du bon rôle et elle a attribué à l'Algérie le mauvais rôle. L'Algérie est le pays agresseur, l'Algérie est le pays bagarreur, l'Algérie est le pays qui cherche à semer, qui est l'agent de déstabilisation. Alors que le Maroc, de son côté, la posture marocaine, elle est très claire. On n'est pas pour la rupture, la main est tendue, le roi du Maroc tend la main, etc. En tout cas, officiellement, peut-être que cette volonté marocaine, elle n'est peut-être pas sincère, on est peut-être basée sur la mauvaise foi, mais sur le plan de l'image et de la réelle politique, elle a un impact. Officiellement, ce n'est pas les autorités algériennes, ce ne sont pas les autorités marocaines qui ont voulu la rupture, elles ne sont pas radicales, et les autorités marocaines ne sont pas opposées à la réconciliation. L'Algérie, non, le régime Tebboune a opté pour le scénario, l'option la plus radicale, qu'il aura été insolent de Majid Tebboune, ça c'est des révélations que je vous ai faites, et d'ailleurs de Majid Tebboune, personne ne pourra me démentir, ça s'est passé comme ça. Donc, est-ce qu'on est dans la même... Je pense qu'avec les Émirats arabes unis, Tebboune est soumis à des pressions de l'état-major de l'armée. Saïd Chengreha et les décideurs de l'armée veulent d'une rupture des relations diplomatiques avec les Émirats. Sauf que Tebboune ne peut pas leur faire plaisir cette fois-ci. Parce que Tebboune il a bien compris que les Émirats, c'est pas le Maroc. Attention, les Émirats, c'est un autre poids, c'est d'autres PIB, c'est une puissance régionale, et surtout les Émirats arabes unis d'aujourd'hui, ce sont les amis intimes de Donald Trump. Les relations de Donald Trump et les Émirats arabes unis, elles sont stratégiques. Il y a des investissements financiers communs, il y a des intérêts financiers, des enjeux financiers communs, il y a des liens d'amitié, et parmi les pays du Golfe les plus proches de Donald Trump, pour lesquels Donald Trump a beaucoup d'affection, c'est les Émirats arabes unis. Bon, Donald Trump ne fonctionne pas au sentiment, à l'affection, c'est pas un sentimental, c'est un pragmatique, mais il a énormément d'intérêt
dans le cadre de ses activités privées et il a beaucoup de respect et de considération pour ce pays qui est les Émirats Arabes Unis, parce que ça correspond à sa vision du monde, à savoir du business, rien que le business, gagnant, un rapport gagnant-gagnant, c'est le modèle américain. Dubaï et Abu Dhabi, c'est quand même des pays très atlantistes et très favorables aux États-Unis d'Amérique, très américanophiles. Donc pour Donald Trump, les Émirats, c'est un allié de poids. Tebboune ne veut pas rompre les relations avec les Émirats parce qu'il a peur de la réaction américaine, de ce que les Émiratis et des lobbies pro-émiratis à Washington peuvent décider ou peuvent actionner contre l'Algérie. Sauf que les militaires ne le comprennent pas. Pourquoi ils ne le comprennent pas? Donc il y a deux explications. Ou les militaires veulent la peau de Tebboune, ils veulent le déstabiliser, ils veulent le pousser à créer ou à subir ou à gérer le maximum de problèmes géopolitiques et internationaux, pour que par la suite, il ne puisse pas faire un troisième mandat, ou il ne puisse pas durer longtemps au pouvoir, parce qu'un président qui a beaucoup de problèmes, ou qui crée beaucoup de problèmes au pays, ou qui subit beaucoup de turbulences, ou qui est au cœur de pas mal de nombreuses turbulences diplomatiques et géopolitiques, c'est un président qui est faible. Et l'armée pourrait décider de se retourner contre lui. Et l'armée, comme l'armée joue le rôle de l'arbitre en Algérie, et si elle décide de ne pas le soutenir, il pourrait tomber, et il ne pourrait pas continuer à rester au pouvoir. Ça peut être un piège, je vous le dis bien, ça peut être un piège. Alors, on demande quel est l'intérêt. L'armée n'a pas d'intérêt. Quel était l'intérêt de l'armée nationale et de l'institution militaire de demander la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc? C'est quoi l'intérêt? Aucun. L'armée voulait juste manifester son désaccord avec le Maroc. Parce que le Maroc, il aurait ramené Israël aux frontières du pays, alors que l'accord de défense entre le Maroc et Israël a été signé en novembre 2021, après la rupture. La rupture, c'était en août 2021. Parce que les Marocains se sont alliés avec les Israéliens, l'armée a pris peur, l'armée a été exaspérée, elle s'est sentie menacée, et pour manifester son désaccord et pour son rejet de cette alliance entre Israël et le Maroc, et pour comprendre que l'armée elle se sent en danger, elle se sent menacée, il y a eu une demande formulée, il y a eu une revendication, une réclamation de rupture des relations diplomatiques. Sauf que les Émirats Arabes Unis, c'est pas un pays voisin de l'Algérie, c'est pas un pays qui pourrait menacer l'Algérie parce qu'il est situé il est très très loin de l'Algérie. Troisièmement, les Émirats n'ont pas, contrairement au Maroc, n'ont pas de sujet de divergence directe avec l'Algérie. Il n'y a pas un différend territorial, il n'y a pas un différend autour d'un dossier comme le Sahara occidental, il n'y a pas un différend économique. Les Émirats Arabes Unis, officiellement, n'ont pas de problème avec l'Algérie. De Bouteflika et avec Gaï Saleh, ils étaient même des alliés du régime algérien. Cette fois-ci, ils ont changé avec le régime Tebboune parce que les Émiratis ont décidé de choisir le camp du Maroc au détriment du camp de l'Algérie, et ils ont décidé de choisir le camp d'Israël au détriment des camps des pays arabes souverainistes ou qui sont hostiles à la normalisation des relations diplomatiques avec Israël, et ils ont décidé surtout de prendre leur distance et de ne pas cautionner et de ne pas soutenir le régime Tebboune parce que c'est un régime qui est proche du Qatar et de la Turquie, et les Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, elle est dans un axe qui est totalement opposé à l'axe Doha-Ankara. L'intérêt de l'armée, c'est quoi? L'armée algérienne pense que si on va rompre les relations avec les Émirats et on va manifester. En fait, l'état-major de l'armée actuelle, piloté par Saïd Jengriha, il pense qu'une gestion musclée de la diplomatie, ou le langage de la force, ou le langage de la puissance, ou le langage de la menace, de l'intimidation, pourrait permettre à l'Algérie de se protéger et de protéger ses intérêts. Il pense que, en annonçant la rupture des relations diplomatiques avec les Émirats, on pourrait faire plier les Émiratis. Sauf qu'on n'a pas fait plier les Marocains, je ne vois pas comment on pourrait faire plier les Émiratis. On a gelé nos relations diplomatiques avec l'Espagne pendant une année et demie, de pratiquement mars 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023, voire même jusqu'à une bonne partie de l'année 2024, pratiquement 2 ans et quelques, et l'Espagne n'a jamais plié. Elle n'a pas changé d'un iota sa position. On a eu une crise diplomatique avec la France depuis juillet 2024, on n'a pas fait plier la France. La position française, le problème de fond n'a pas été résolu, n'a pas été réglé. Donc l'armée algérienne, malheureusement, elle est dans un délire de sécuritaire, et elle pense que la sécuritarisation, la militarisation de la diplomatie, elle pourrait permettre à l'Algérie de se protéger. Ce qui est complètement faux.
puisque depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, l'Algérie a plus d'ennemis, elle a plus de menaces, elle a plus de défis à gérer et elle a plus de soucis à se faire. Tebboune a compris que ça serait contre-productif, donc il ménage l'armée, il essaie de gérer les humeurs de l'armée, parce que l'armée, elle en veut aux Émirats. Pourquoi? Parce qu'elle fournit des armes au Maroc, parce qu'elle est dans une alliance avec Israël et le Maroc, et l'armée algérienne pense, l'institution militaire pense qu'il y a un complot, que l'axe Abu Dhabi, Tel Aviv, Rabat a pour ambition d'imposer une hégémonie sur la région, de l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Maghreb, que cette hégémonie vise à déstabiliser, voire à menacer l'unité de l'Algérie, voire à l'affaiblir et à la coloniser même. Les militaires algériens le pensent. Ils pensent qu'il y a un plan réel pour non seulement affaiblir, mais surtout causer du tort. Causer du tort et causer du mal à l'Algérie. Causer du tort et causer du mal à l'Algérie à travers une alliance militaire et diplomatique, des manœuvres sécuritaires, des manœuvres de coulisses, politiques et sécuritaires, pour susciter la division, menacer l'unité nationale et créer même une alliance militaire contre l'Algérie. Donc l'Algérie, l'institution militaire algérienne, elle pense qu'elle va pouvoir se défendre, en optant pour la rupture de relations diplomatiques. Et Ahmed nous pose des questions sur le gazoduc Maghreb-Europe. Justement, le gazoduc Maghreb-Europe, il a été fermé en octobre 2021 à la suite dans le sillage de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Il ne sera pas rétabli tant qu'il n'y a pas... On ne peut pas réutiliser le gazoduc Maghreb-Europe tant qu'il n'y a pas une réconciliation avec le Maroc. Puisque il faut que ce gaz algérien passe par le Maroc pour aller vers l'Espagne et ensuite vers le Portugal. Et il y a des royalties, il y a des droits de passage que le Maroc doit toucher. Il y a une partie du gaz algérien que le Maroc doit utiliser, doit récupérer. Et le régime algérien actuel, il n'en veut pas. Tebboune, sur la question du Maroc et sur la question des Émirats, il est sous pression. Mais ces pressions s'expliquent par quoi? Alors, moi je pense qu'il y a une véritable volonté de piéger Tebboune, de l'affaiblir, de l'empêcher d'avoir de très bonnes relations avec les Américains. Et je pense que Tebboune doit vraiment revoir ses calculs. Et moi, je lui donne un conseil, hein, malgré que son départ m'arrange. Franchement, je pense que le départ de Tebboune est davantage une bonne nouvelle pour l'Algérie qu'une mauvaise nouvelle pour l'Algérie. Ceci dit, je pense qu'il y a de très mauvaises relations entre l'Algérie et les Émirats. C'est une mauvaise nouvelle, plus dangereuse et plus catastrophique et plus désastreuse pour l'Algérie que le départ de Tebboune ou que le maintien au pouvoir de Tebboune. Il y a un piège, il y a Tebboune, et son entourage peut-être ne lui disent pas suffisamment. Il y a un piège. L'institution militaire, il faut que Tebboune la contrôle, il faut qu'il arrive à la gérer, il faut qu'il arrive à la rassurer, il faut qu'il arrive à lui expliquer qu'on ne gère pas la diplomatie comme on gère une caserne. On ne peut pas gérer les relations internationales comme on gère les relations entre deux régions militaires ou entre deux corps de l'armée. Et la militarisation de la diplomatie est une très mauvaise idée. Cette logique de force, cette logique de rapport de force, de menace et d'intimidation pour se défendre, parce que l'Algérie n'est pas une puissance hégémonique. Je vous les ai expliqué hier. L'Algérie n'est pas une puissance hégémonique. C'est pas l'Iran. L'Algérie n'a pas un projet pour dominer la région. C'est-à-dire que, contrairement à l'Iran, l'Iran par exemple, c'était une puissance hégémonique. Elle a imposé le Hezbollah au Liban. Elle voulait que les chiites dominent la vie politique libanaise. Elle a imposé les Houthis au Yémen. Elle a voulu renverser la monarchie de Bahreïn pour que la majorité chiite conquiert le pouvoir. Elle a voulu soutenir la minorité chiite en Arabie Saoudite pour créer de la zizanie. Elle veut instaurer des régimes qui lui sont... Elle a fait de l'hégémonie, elle a fait des alliances avec des factions chiites en Irak pour dominer des régions entières en Irak et pour contrecarrer l'influence des puissances qui lui sont hostiles en Irak. Donc, c'est une puissance qui s'ingère dans les affaires des autres pays et qui déploie comment dirais-je, des relais de propagande et des relais d'influence pour vassaliser ces pays. C'est-à-dire que l'Iran veut que le Yémen soit une province qui lui soit acquise. Elle veut que le Liban soit sa province. Elle veut que l'Irak soit sa province. C'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie ne veut pas faire de la Tunisie sa province.
Elle ne veut pas faire du Maroc sa province. Elle ne veut pas faire de la Libye sa province. Elle cherche à avoir... Bon, avec la Tunisie, c'est un rapport particulier parce que la Tunisie, elle dépend énormément de l'Algérie. Et l'Algérie, le régime Tebboune a effectivement vassalisé la Tunisie. Mais ce n'était pas le but premier. Le but premier, c'était de faire de la Tunisie une basse-cour de l'Algérie pour protéger la sécurité de l'Algérie et ses intérêts. Mais dans les autres pays de la région, l'Algérie ne veut pas imposer des gouvernements, des présidents, des décideurs au pouvoir. Elle veut juste faire du lobbying pour protéger ses frontières, sa sécurité nationale et ses intérêts économiques et financiers, par exemple. Voilà. À la différence. Donc, une rupture des relations avec les Émirats, ça mettra l'Algérie dans une position très inconfortable. Très, très inconfortable, vraiment très inconfortable, puisque ça va énerver les Américains. Et ça va pousser les Émiratis à développer une politique de riposte. Et toi, tu cherches les ennuis, tu cherches la bagarre. Tu veux te bagarrer avec les Émiratis. Tu vas annoncer la rupture, les Émiratis vont riposter, parce qu'en décidant d'une rupture des relations avec les Émiratis, on va geler leurs intérêts économiques, on va nationaliser les sociétés émiratées en Algérie, comme par exemple la Stein, la société de fabrication des produits du tabac, la société de l'armement, de la fabrication des véhicules militaires et des véhicules lourds, des camions et des minibus de Mercedes à Thiel. Donc il va y avoir les intérêts émiratis seront compromis, ce qui va pousser les Émiratis à riposter, à contrecarrer. Et un conflit avec les Émirats va certainement impliquer Washington. Les Émiratis vont aller à Washington. Ils vont dire à Donald Trump, l'Algérie, le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il nous menace. Le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il est hostile à la paix dans la région parce qu'il ne veut pas qu'on normalise, il ne veut pas que les autres pays arabes normalisent leurs relations avec Israël. Le régime algérien, c'est comme l'Iran. Il soutient des factions armées, etc. Ouais, les Émiratis peuvent raconter un narratif ou développer un narratif très dangereux contre l'Algérie auprès de Donald Trump. Donc moi je dis à Tebboune, il faut calmer les ardeurs de l'institution militaire. Calmer les ardeurs de l'institution militaire, qui part très loin, qui s'ingère trop dans les relations diplomatiques et les questions diplomatiques. Tebboune, pour le moment, il a le pouvoir, il a le contrôle du pouvoir, il est obligé d'écouter ses états-majors dans l'armée sur certains dossiers. Lui-même, quelquefois, il provoque des conflits, comme avec la France, par exemple. Quelquefois, Tebboune, son problème, c'est qu'il a habitué, il a habitué l'institution militaire à s'impliquer grandement dans certains dossiers diplomatiques très sensibles. Pourquoi? Parce que Tebboune, il cherchait, à chaque fois qu'il voulait faire des manœuvres avec les puissances étrangères, comme la France par exemple, quand il y avait un problème, un malentendu ou des tensions, il approchait ses partenaires étrangers pour leur dire « Ah, c'est pas moi, c'est l'armée algérienne, mais je vais régler ce problème avec l'armée, moi je suis plus crédible que l'armée, c'est moi l'arbitre, c'est moi le décideur, mais je dois tenir compte des intérêts de l'armée, de la vision de l'armée, mais je vais vous régler le problème et on va se réconcilier, on va repartir sur de nouvelles bases. » Abdelmajid Tebboune, il a utilisé l'armée, il a manipulé l'armée, il l'a utilisé comme un ingrédient dans sa cuisine de manipulation politicienne, et aujourd'hui ça se retourne contre lui, puisqu'aujourd'hui l'armée, dans le cadre du Haut Conseil de sécurité nationale qui se tient régulièrement depuis 2021-2022, et il a pris l'armée, l'institution militaire a pris l'habitude de diriger le pays avec Abdelmajid Tebboune. Et ça c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, et je terminerai là-dessus pour passer à d'autres sujets. Je dis à Tebboune, fais très attention. Fais très attention, ça peut être un piège. C'est un piège. Allez, rompre les relations avec les Émirats arabes unis, c'est s'exposer à un danger qui est de provoquer une grave dégradation des relations avec les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, des relations qui se sont déjà dégradées, puisqu'on l'a expliqué hier, il n'y a pas d'ambassadeur américain à Alger. Déjà, Donald Trump n'est pas du tout intéressé par l'Algérie, n'est pas du tout séduit par l'Algérie, et il a une vision très négative et très préjudiciable, voire je dirais même une vision... c'est plus, jusqu'à maintenant, c'est du désintérêt. Trump se désintéresse de l'Algérie. Pour lui, ce n'est pas un pays intéressant. Ce n'est pas un danger jusque-là.
ça va devenir dangereux, c'est Trump va percevoir l'Algérie comme un pays dangereux, comme un pays dangereux, comme un pays anti-américain, comme un pays qui peut menacer les alliés des États-Unis d'Amérique. Et là, ça va être toute autre histoire. Merci de tapoter, merci de partager massivement ce live. Est-ce qu'on peut avoir des questions maintenant, d'autres questions sur d'autres sujets pour continuer à débattre et le sujet des relations entre l'Algérie et les Émirats? On va revenir là-dessus. Alors, on va choisir un projet. L'inflation, oui, effectivement. Alors, donc l'Algérie déstabilise l'Afrique du Nord? Non, l'Algérie ne déstabilise pas l'Afrique et la région MENA. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout été le sens de mon propos. L'Algérie n'est pas une puissance, je vous ai expliqué, c'est pas une puissance hégémonique. L'Algérie, c'est une puissance défensive. Toutes ses stratégies militaires, diplomatiques, économiques sont basées sur la défense, la préservation de la souveraineté nationale, la préservation de sa sécurité, de sa stabilité. L'Algérie, depuis les années 90, elle est traumatisée par sa décennie noire et elle veut juste préserver sa paix, la paix, l'unité nationale et sa stabilité, et elle veut se développer dans des conditions les plus harmonieuses. Pas du tout. C'est pas l'Algérie qui déstabilise l'Algérie et le Moyen-Orient. Les puissances qui déstabilisent l'Afrique sont des puissances extra-africaines. On les connaît tous, la Russie, la Chine, les États-Unis, les pays européens, la Turquie, les Émirats, le Qatar. Ce sont des puissances extra-africaines qui veulent piller les richesses de l'Afrique et qui prospèrent sur les divisions entre les pays africains et qui prospèrent parce que pour ces puissances qui nous vendent des armes, qui nous exportent pas mal de produits industriels, plus on est faible, plus on est dépendant d'eux, plus il y a des guerres en Afrique, plus leurs armes se vendent, etc., plus les richesses sont pas facilement pillables, on va dire c'est des richesses qui sont confiscables plus facilement. L'Algérie n'est pas du tout en train de déstabiliser la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est un constat un peu mensonger. L'Algérie, c'est une puissance du déni de la défensive, vraiment défensive. Et je pense que ça mérite toute une émission pour expliquer cela. Alors, on me dit, Charloma, sur YouTube, on me dit, est-ce que l'Algérie deviendra membre du Conseil de la paix de Donald Trump? Je ne crois pas. Franchement, non. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle va le devenir. D'abord, pour le devenir, il faut payer de l'argent. Je n'ai pas l'impression que l'Algérie devrait le devenir. Enfin, je ne crois pas, mais j'en suis pas sûr. C'est possible. Voilà, c'est possible. C'est possible parce que l'Algérie, peut-être, n'aura pas le choix, puisqu'après après Gaza, on voit avec les négociations sur le dossier du Sahara occidental, il est possible que Donald Trump intègre la question du Sahara occidental au niveau du Conseil de la paix. C'est-à-dire que pour résoudre définitivement ce conflit, il est tout à fait possible pour l'administration américaine de l'inscrire à l'ordre du jour de l'agenda du Conseil de la paix, et le Maroc le souhaite. Le Maroc, sa stratégie actuelle est de poser le problème du Sahara occidental au niveau du Conseil de la paix de Donald Trump, puisque l'ONU, parce que l'ONU ne veut pas reconnaître, encore une fois, la marocanité du Sahara occidental, et elle refuse de reconnaître officiellement, elle refuse pour le moment, elle n'a pas franchi le pas pour reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La stratégie marocaine est de contourner l'ONU et d'obtenir cette reconnaissance officielle via le Conseil de la paix de Donald Trump, qui est aujourd'hui, beaucoup d'experts disent qu'il pourrait devenir le concurrent direct de l'ONU. Puisque le Conseil de la paix, après le problème palestinien-iranien, il est question de l'actionner pour résoudre tous les conflits à travers la planète grâce à la médiation américaine ou sous l'égide des États-Unis d'Amérique ou dans le cadre de négociations, dans le cadre d'une intervention américaine pour mener des négociations. Et le Conseil de la paix, son rôle, qui sera géré par des puissances amies des États-Unis d'Amérique pour, par la suite,
ces puissances armées vont appuyer, financer, soutenir les efforts américains, la doctrine géopolitique américaine dans le monde. Moi, je pense que l'Algérie, elle a tout à gagner à intégrer le Conseil de la paix. Moi, je ne suis pas du tout opposé. Moi, je l'ai dit et je le redirai. Les intérêts de l'Algérie sont avec l'Occident. Les rôles comme les intérêts de l'Algérie sont avec la Chine et les Russes, où il est fou, où il est malhonnête, où ce n'est pas un patriote, où il est inconscient. Il ne connaît pas suffisamment, il ne comprend pas suffisamment les intérêts de l'Algérie et les particularités, et on va dire les particularités et les spécificités des intérêts de l'Algérie. Nous sommes économiquement proches de l'Occident. Nous sommes économiquement dépendants de l'Occident. Nous sommes économiquement et culturellement et géographiquement et historiquement liés à l'Occident. Nos relations avec la Russie et la Chine sont superficielles par rapport à l'intensité et à la profondeur de nos relations avec les pays occidentaux. Et je crois qu'intégrer le Conseil de la paix pour l'Algérie, c'est une très bonne idée. Il ne faut pas laisser le Maroc dominer ou avoir l'exclusivité des bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas que le Maroc soit le seul pays ami des États-Unis au Maghreb et en Afrique du Nord. L'Algérie, je pense, elle a intérêt. La question ne s'est pas encore posée, puisque pour le moment, l'Algérie, elle est observatrice, elle assiste les négociations autour du dossier du Sahara occidental, mais je crois qu'à un moment donné, l'Algérie devra sauter le pas et adhérer au Conseil de la paix. Mais pour le moment, la question n'est pas posée. أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Partagez massivement. Partagez massivement ce live, s'il vous plaît. Allez, comme ça, on va répondre au signalement. Alors, Yaya qui nous dit, mais c'est l'Algérie qui bloque l'union du Maghreb. Non, on ne peut pas dire que c'est la faute uniquement de l'Algérie, Yaya. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a une responsabilité commune à l'Algérie et au Maroc. Le Maroc, à travers sa position aussi expansionniste durant les années 70, n'oublions pas que le Maroc avait réclamé, ne reconnaissait pas la Mauritanie, qu'il avait des vues sur le territoire mauritanien, qu'il y avait aussi la guerre des sables en 1963, qu'il avait des vues sur ce que les Marocains, ce que certains lobbies marocains ou cercles politiques marocains parlent du Sahara oriental. Le Maroc a aussi pratiqué une politique qui a beaucoup déstabilisé le Maghreb après l'indépendance. Les torts sont partagés. Je dis bien que les torts sont partagés. Il n'y a pas que le problème du Sahara occidental qui bloque le Maghreb. La rivalité, le conflit algéro-marocain bloque le Maghreb. Ce conflit ne s'articule pas essentiellement et uniquement autour du Sahara occidental. Il y a énormément de divisions, de divergences, notamment la gestion des frontières, la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre la drogue, la question des Algériens expulsés du Maroc, la question des Marocains et des Marocains expulsés d'Algérie, la rivalité politique et géopolitique et économique. Il y a pas mal de sujets qui nécessitent des véritables négociations. Ils ne sont pas des sujets graves. Rien n'est grave dans la vie si on s'assoit et si on se met autour d'une table pour discuter d'un compromis. Si on accepte le compromis, rien n'est grave en soi. Mais on ne peut pas imputer à l'Algérie la seule responsabilité d'empêcher le Maghreb. C'est complètement faux. L'Algérie, elle a soutenu un principe qui était valable durant les années 70. Dans le monde des années 70, la liberté des peuples à décider de leur propre destin, ou le droit à l'autodétermination des peuples était légitime, était même noble. Maintenant, le monde des années 70 n'est pas le monde des années 2000. Peut-être que la question du Sahara, peut-être peut-être si j'étais né en 75 ou 76, j'aurais peut-être soutenu le droit à un État indépendant qui s'appellerait le Sahara occidental. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout une option réaliste. Moi-même, je suis pour l'autonomie. Je ne suis pas pour l'autonomie parce que je suis soumis au Maroc ou parce que je travaille pour le Marzen, comme le disent mes détracteurs du régime algérien. Je suis pour l'autonomie parce que c'est la solution la plus réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien que depuis au moins 2 décennies, depuis au moins une décennie, depuis 2011-2010, des États
entier, beaucoup plus ancien, beaucoup plus authentique, comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina Faso, ont du mal à se protéger, à survivre face aux menaces sécuritaires, face aux menaces protéiformes, face aux menaces climatiques, économiques, etc. Comment voulez-vous qu'un pays de même pas 400 000 habitants pourrait survivre dans un monde dangereux, marqué par les menaces du narcotrafic, du terrorisme, des ingérences étrangères, de Daesh, d'Al-Qaïda, c'est pas possible. C'est pas réaliste. Mais le monde des années 70 était complètement différent. On ne peut pas juger le Maghreb de 75 à 85 avec les mêmes notions ou avec les mêmes outils ou avec la même idéologie que nous employons ou que nous utilisons ou à laquelle nous adhérons en 2026. C'est deux mondes complètement différents. Mais vraiment, deux mondes complètement différents. Donc il ne faut pas mélanger les genres. L'Algérie n'est pas la seule responsable de l'absence de l'unité du Maghreb. Le Maroc aussi, il a sa part de responsabilité. Et je dirais, moi, franchement, il y a quand même une nécessité pour ces deux pays de négocier un compromis. Il faut que les deux pays acceptent un compromis. Là, je suis très objectif. Franchement, je suis objectif. Tu ne peux pas me dire que je ne suis pas objectif parce que n'oublie pas que c'est le Maroc qui a attaqué l'Algérie en 63. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. La guerre des sables, elle explique jusqu'à aujourd'hui, elle cimente un petit peu le conflit algéro-marocain. N'oublions pas que le Sahara occidental, que le Maroc a fait la marche verte. Certes, c'était un processus pacifique. Mais n'oublions pas qu'il y avait un problème entre. Il y avait un projet expansionniste marocain en Mauritanie, au niveau du Sahara oriental algérien. Donc, il y a des problématiques. Le Maroc aussi, il a une part de responsabilité. Là, je cherche vraiment à être objectif. Pour moi, les torts sont partagés et les solutions ne passent que par un compromis que les deux pays doivent accepter. Alors, sur YouTube, on me dit, Fellout, Israël et les États-Unis doivent-elles adopter la même diplomatie vis-à-vis de l'Algérie que celle envers l'Iran? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, non, non, non. L'Algérie n'est pas une puissance qui menace les États-Unis et Israël comme l'Iran. L'Algérie n'a pas des missiles balistiques qui peuvent atteindre Tel Aviv. L'Algérie n'a pas un programme nucléaire pour fabriquer 10 à 9 bombes nucléaires avec la possibilité ou l'ambition de les balancer sur Tel Aviv ou sur Israël. Pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas possible. C'est pas vrai. L'Algérie ne menace pas Israël. Il faut savoir qu'il y a eu des contacts permanents entre l'État algérien et l'État israélien, durant les années 90 notamment, avant les années 90. Et dans les coulisses, il y a eu des canaux sécuritaires, il y a eu des canaux diplomatiques, il y a eu des canaux politiques. L'Algérie n'est pas un pays foncièrement anti-israélien, il est antisioniste dans le discours, dans la pratique, dans le discours public, sur la place publique, dans le langage médiatique. Mais ce n'est pas un pays l'Algérie ne finance pas des groupes armés ou des mouvements politiques qui font des attentats en Israël ou qui menacent les soldats israéliens ou qui menacent l'armée israélienne. C'est complètement faux, l'Algérie ne le fait pas. D'ailleurs, depuis octobre 2023, quand il y a eu les événements d'octobre 2023 et l'attaque du Hamas, l'Algérie a coupé avec le Hamas. L'Algérie a observé une neutralité absolue vis-à-vis du Hamas, voire même une distance. On l'a même révélé, nous, il y avait même des responsables du Hamas qui cherchaient à s'exiler, à fuir pour se réfugier dans un pays, pour se réfugier dans des pays arabes. Et il y avait un haut responsable du Hamas qui a été proposé par l'autorité palestinienne à l'Algérie pour qu'il soit accueilli, pour qu'il soit protégé. Et le régime Tebboune a refusé. Aucun responsable du Hamas n'a été recueilli ou accueilli en Algérie. L'Algérie a refusé d'accorder le refuge à tous les responsables du Hamas. C'est complètement vrai. L'Algérie n'a jamais cautionné l'attaque d'octobre 2023. Il faut dire la vérité. L'Algérie n'a jamais applaudi. Elle reconnaît aux Palestiniennes et aux Palestiniens le droit à la résistance. Elle reconnaît aux Palestiniens et aux Palestiniens le droit de lutter pour leur indépendance, mais elle ne soutient pas les attaques contre les civils. Elle n'a jamais cautionné des attentats ou des attaques contre les civils. Elle n'a jamais armé le Hamas. Elle a invité le Hamas en 2022 dans le cadre pour riposter à la normalisation entre Israël et le Maroc et à l'alliance militaire entre Israël et le Maroc. L'Algérie a juste voulu
réconcilier le Hamas avec l'autorité palestinienne, a juste voulu relancer la question palestinienne, mais pas avec des actions armées ou des actions terroristes, etc. L'Algérie n'est pas une puissance qui dérange ou qui menace les intérêts américains ou les intérêts israéliens. L'Algérie, encore une fois, est une puissance défensive. Elle a une stratégie défensive. Elle cherche juste à se protéger et à garantir le défi de l'Algérie. D'ailleurs, c'est un défi sérieux, on en parlera plus tard si vous voulez. C'est que l'Algérie est un grand pays qui a une population qui ne cesse de se développer, plus de 50 millions d'habitants bientôt. C'est le plus grand pays d'Afrique, avec beaucoup de ressources, avec d'immenses territoires, avec d'immenses frontières, avec une grande façade méditerranéenne, avec une grande façade sur le désert et le Sahara. Le défi de l'Algérie, c'est comment rester unis et stable dans le monde de demain. C'est pas le défi de l'Algérie. L'Algérie n'a pas la capacité de devenir une puissance hégémonique. C'est-à-dire, elle n'a pas la capacité de devenir la Turquie, l'Iran, les Émirats ou le Qatar. L'Algérie, elle veut juste trouver sa place, garantir ça, parce que le défi de l'Algérie, c'est comment mobiliser les ressources économiques, mais aussi politiques, et idéologiques aussi, parce qu'il faut de l'idéologie, il faut un projet de société, il faut des idées, il faut une culture, pour garantir sa propre sécurité, sa propre unité. L'Algérie, elle a peur d'elle-même, parce que derrière cette agressivité, le régime algérien donne l'impression qu'il est agressif, etc., qu'il est, comment dirais-je, qu'il est brutal, qu'il est provocateur. Derrière cette face, derrière ce caractère turbulent, il y a un régime qui a peur. C'est la peur qui gouverne Jamaat al-Khair, qui gouverne, qui pré et qui détermine les décisions des décideurs algériens. C'est pas le courage, c'est la peur. Les décideurs algériens, ils ont peur. Ils ont peur que le MAC ne soit soutenu pas. C'est le cas. Il y a une partie de la droite et de l'extrême droite israélienne qui soutient beaucoup le MAC. Ils ont peur que la Kabylie ne fasse cession. Ils ont peur que le séparatisme se développe en Algérie. Ils ont peur que le séparatisme touareg. Pourquoi l'Algérie n'est pas d'accord avec les militaires maliens quand ils veulent désintégrer, quand ils veulent neutraliser tous les groupes armés touareg maliens? Parce que l'Algérie a peur que les groupes armés vont se replier sur son territoire, qu'ils vont se faufiler au sein de la population touareg, que les idées, que le projet séparatiste touareg émerge au Grand Sud. L'Algérie a peur pour son intégrité territoriale. C'est une peur vraiment sérieuse que peut-être les partenaires ou les voisins de l'Algérie peinent à comprendre. Mais vraiment peinent à comprendre. Mais c'est ça la vérité. C'est un pays qui a profondément peur. Souvent, les gens, on peut retrouver ce comportement chez certains grands voyous, chez certains grands délinquants, derrière leur façade de voyous, etc. Il y a quoi? Il y a d'abord il y a une volonté, ou un désir plutôt, il y a un désir profond de se protéger contre un sentiment d'insécurité. Voilà. Il y a un sentiment d'insécurité à Jamaat al-Khair. Alors, Salah Derouish, je me dis, peut-on parler aujourd'hui d'une rivalité d'influence entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis? Non, non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de rivalité d'influence. Non. L'Algérie veut contrecarrer l'influence des Émirats Arabes Unis dans la région. Mais elle ne peut pas concurrencer les Émirats Arabes Unis. D'abord, elle n'a pas les réserves de change. Le fonds souverain des Émirats Arabes Unis dépasse les 1000 milliards de dollars. L'Algérie n'a pas la puissance financière des Émirats Arabes Unis pour être sa rivale. Deuxièmement, l'Algérie n'a pas le carnet d'adresses, n'a pas les alliances, elle n'a pas les bonnes relations ou les relations stratégiques qu'entretiennent les Émirats Arabes Unis avec les grands centres de décision au niveau des grandes puissances. Les Émirats Arabes Unis sont alliés avec les États-Unis, sont alliés avec la Chine, sont alliés avec la Russie. Tout le monde a des intérêts avec les Émirats Arabes Unis parce que les Émirats Arabes Unis, c'est un État riche qui investit partout. L'Algérie, contrairement aux Émirats Arabes Unis, n'est pas actionnaire de Mercedes. N'est pas actionnaire d'un certain nombre de multinationales qui pèsent sur l'économie mondiale. Alger n'est pas Dubaï. À Alger, il n'y a pas des milliardaires qui cherchent l'exil fiscal à Alger. Il n'y a pas des zones offshore, il n'y a pas des banques internationales, il n'y a pas des centres de loisirs, il n'y a pas de... Pas du tout, on ne peut pas parler de rivalité. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de rivalité possible. Franchement, les Émirats Arabes Unis sont là, l'Algérie, elle est là. Il faut être sincère, il faut être sérieux. C'est pas la même... On ne boxe pas dans le même ring.
l'Algérie veut bloquer, veut empêcher que les Émirats ne soient une puissance hégémonique au Maghreb. Les Émirats, contrairement à l'Algérie, comme l'Iran, ont des projets hégémoniques. Ils développent des projets hégémoniques. Ils développent vraiment des projets hégémoniques. Par exemple, ils propagent, ils défendent, ils financent, ils soutiennent l'avènement et l'instauration de régimes militaires dans les pays arabes clés, comme l'Égypte, comme le Soudan, comme en Syrie, ils soutiennent tous les pays dans lesquels on peut, comme le maréchal Haftar en Libye, dans lesquels on peut instaurer un régime militaire anti-islamiste. Les Émirats arabes unis veulent se protéger contre l'idéologie des frères musulmans, contre l'idéologie islamiste qui a prospéré au lendemain des printemps arabes. Les Émirats ont peur que leur rival, le Qatar, attendez, on est interrompu sur TikTok. Voilà. Partagez massivement ce live, s'il vous plaît. Partagez massivement ce live parce qu'on tente de nous interrompre, malheureusement. On tente de nous interrompre. Donc, il n'y a pas de rivalité possible. Les Émirats arabes unis ont un projet hégémonique qui vise à placer des décideurs et à établir des gouvernements qui leur sont totalement fidèles et qui sont dans leur giron et qui sont anti-islamistes. Et les Émiratis veulent instaurer ou cherchent à instaurer des dictatures militaires dans tous les pays les plus importants du monde arabe et musulman pour bloquer définitivement l'expansion de l'idéologie des frères musulmans, de l'idéologie islamiste et pour empêcher la création des États islamistes qui peuvent menacer et par la suite déstabiliser les Émirats arabes unis. Voilà leur priorité. L'Algérie n'est pas du tout dans ce cadre-là. L'Algérie, encore une fois, c'est un pays souverainiste qui cherche à trouver les moyens d'exister dans un monde troublant, dans un monde turbulent, en préservant sa souveraineté et sa sécurité nationale. Voilà ce que veut le régime algérien actuel. Ce que d'ailleurs toujours a voulu l'Algérie. L'Algérie a toujours voulu, sa doctrine était protéger son indépendance, développer l'immensité de son territoire. Quand on a un territoire aussi vaste que le territoire algérien, quand on a des frontières aussi vastes que les territoires de l'Algérie, quand on a une population qui a une croissance très dynamique et très puissante comme la population algérienne, et quand on a beaucoup de besoins de développement comme les besoins de l'Algérie, on ne peut pas se comparer aux pays du Golfe. Les pays du Golfe, c'est quoi? Même pas 1 million d'habitants, quelquefois même pas 500 000 habitants, des réserves de change très abondantes, de l'argent qui coule à flot, des alliances conjoncturelles et structurelles avec les grandes puissances du monde. C'est pas du tout la même configuration. L'Algérie, elle a des défis à gérer. C'est un marché important interne, mais c'est des besoins importants. L'Algérie, elle est exposée depuis la décennie noire. L'Algérie, elle vit avec le cauchemar d'une insécurité permanente. Comment se protéger? Comment garantir la sécurité et la stabilité? Ça, c'est le cauchemar que nous traînons, avec lequel nous vivons depuis la décennie noire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le régime actuel, tous les décideurs du régime actuel ont occupé des fonctions, ont travaillé à un moment donné au sein de l'État à l'époque de la décennie noire. À l'époque des années 90, et à l'époque des années 90, c'était extrêmement difficile. L'Algérie a failli s'effondrer. L'Algérie était divisée par des maquis, une campagne dominée par les groupes armés islamistes et des grandes villes, des agglomérations urbaines dominées par l'armée, les forces de l'armée ou des forces loyales de l'armée. Il y avait des milliers de morts en Algérie durant la décennie noire. L'État a failli s'effondrer avec la création d'une république islamiste en Algérie, avec les richesses de l'Algérie. C'est tout. Vous imaginez comment l'idéologie islamiste aurait pu s'exporter, aurait pu être véhiculée, aurait pu s'imposer au niveau jusqu'au cœur de l'Europe. Si les islamistes avaient conquis le pouvoir en Algérie, je vous assure qu'ils auraient pu facilement déstabiliser le Maroc et que les mouvements islamistes marocains, aidés par les mouvements islamistes algériens, ils auraient pu renverser la monarchie marocaine. Et ça aurait été un scénario cauchemardesque pour la région. C'est que l'Algérie, encore une fois, elle veut s'immuniser, elle ne veut plus revivre la décennie noire, elle ne veut plus revivre les périodes les plus troublantes, et elle cherche à exister pacifiquement et à s'assurer pacifiquement sa sécurité, sa stabilité. C'est la seule ambition de l'Algérie. Nous n'avons pas d'autres ambitions. Parce que le pays a beaucoup de dysfonctionnements. Pour commencer à
pour devenir une puissance une puissance régionale, pour devoir être une puissance d'influence, avec de l'influence sur la région, sur une région ou sur le voisinage immédiat sur tout un voisinage, il faut avoir une économie puissante, il faut avoir une économie diversifiée, il faut avoir beaucoup de soft power, il faut avoir une scène politique structurée et intelligente, il faut avoir un pouvoir stable et intelligent. Et en Algérie, on n'est pas stable. On a connu la crise politique de 2019. Jusqu'à aujourd'hui, une dizaine de ministres sont en prison. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs dizaines de généraux et d'officiers supérieurs de l'armée sont en prison. Je te fais un moment. Il y a une instabilité chronique. Il y a aucun gouvernement qui reste, il y a aucun ministre qui reste plus de 2-3 ans au pouvoir. C'est très rare en Algérie. C'est très très rare. Les lois changent tout le temps. Les exportations baissent. On dépend du prix du baril du pétrole. On dépend du prix du baril du gaz. Il n'y a pas de projet industriel futuriste. On n'a pas construit de nouvelles capitales. On n'accueille pas des investisseurs étrangers. On n'est pas encore une puissance régionale d'influence. On est une puissance régionale de stabilisation. On est un pivot de la stabilité, oui. Mais l'Algérie n'est pas une puissance d'influence. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de sortir de ses frontières pour aller dans un autre pays, à l'exception de la Tunisie. Mais à part la Tunisie, l'Algérie n'a pas la capacité d'aller dans un autre pays, d'imposer un agenda et de défendre et de créer des relais pour imposer un agenda, pour faire tisser des alliances et pour influencer un pays étranger ou un pays voisin dans toutes ces décisions. On a tenté de faire avec la Mauritanie ce qu'on a fait avec la Tunisie, ça a échoué. On a tenté de faire avec le Niger et le Mali ce qu'on a fait avec la Tunisie, ça a échoué magistralement. Pour pouvoir être une puissance d'influence, il faut se réveiller très 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 tôt. Il faut beaucoup travailler. Il faut avoir beaucoup de moyens financiers. Il faut avoir beaucoup de leviers d'influence. Il faut avoir beaucoup de structure, il faut avoir une armée, il faut être militairement très puissant, mais une véritable puissance militaire, il faut avoir aussi une véritable puissance économique. L'armée algérienne n'a jamais dirigé une opération militaire à l'extérieur. L'armée émiratienne est intervenue au Yémen, par exemple. Non, mais à part les guerres arabo-israéliennes auxquelles quelques militaires algériens ont participé, l'armée algérienne n'a pas d'expérience internationale en soi. Donc, une puissance de stabilité, c'est très différent d'une puissance d'influence. Ça, c'est très important pour le comprendre. Merci beaucoup, Khawti Khouatati. On va rajouter 5 minutes. On a fait 1 heure de live. Je pense que ça peut suffire. Alors, infirmier, l'Algérie peut-elle évoluer? L'Algérie peut-elle évoluer sur les libertés, sur l'économie, jusqu'à quand nous allons rester comme ça? L'Algérie va inévitablement évoluer parce que le statu quo, il n'est pas du tout, ce statu quo n'est pas du tout durable. Il n'est pas du tout durable. Il ne peut pas durer ce statu quo. Et il ne peut pas être maintenu. Il ne peut pas se maintenir. L'Algérie va s'ouvrir. Justement, l'Algérie deviendra une puissance d'influence le jour où elle sera ouverte à la mondialisation, à l'économie mondiale, aux investissements, aux libertés publiques et individuelles, au tourisme, aux échanges internationaux. C'est comme ça qu'on va devenir une puissance d'influence. Comme les Émirats ont pu le devenir, comme le Qatar a pu le devenir, comme la Turquie a pu le devenir. Il faut absolument qu'on s'ouvre au monde sur le plan économique, sur le plan culturel, comme sur le plan sécuritaire. Ça ne va pas rester comme ça, c'est pas possible. Les lois, l'Algérie, si elle reste comme ça, elle s'auto-détruit, elle s'auto-sabote. Un grand territoire comme l'Algérie, avec la mosaïque d'identité régionale. Parce que, contrairement à ce que le régime algérien veut nous faire croire, les Algériens ne pensent pas tous la même chose. Ils ne ressentent pas tous la même chose. De la Kabylie à Taman al-Azed, de Marnia jusqu'à Soukaras, de Saïda Tiaret jusqu'à Stef el-Borj ou là jusqu'à Beskra et Ouelsouf, les Algériens sont différents. On n'est pas tous les mêmes. Il y a un mythe qui veut nous faire croire que nous sommes tous les mêmes. L'unité ne veut pas dire la pensée unique. L'unité nationale ne veut pas dire l'absence de diversité. L'unité nationale ne veut pas dire l'absence d'intérêts régionaux ou de dynamiques régionales diverses.
Un grand territoire comme l'Algérie, avec la mosaïque de culture régionale et avec ses besoins énormes en développement et en sécurité, a besoin d'une prospérité. Si la prospérité économique n'est pas en rendez-vous, l'Algérie ne pourra pas maintenir sa stabilité, sa sécurité pendant longtemps. C'est la sécurité, c'est le développement qui ramène la sécurité, comme je le dis toujours, et ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement. C'est le développement qui ramène la sécurité. Or, les dirigeants algériens, pour le moment, ont une approche sécuritaire. Ils n'ont pas une approche de développement. Et c'est pour ça qu'ils se gourrent, et c'est pour ça qu'ils se trompent, et c'est pour ça que le pays ne se développe pas comme il le faut. Comme ça, ça a été une heure. On va vous laisser savourer un peu votre kalbelouz et votre thé, passer votre soirée de ramadan avec vos proches. J'espère que ce live vous a été utile. Nous reviendrons avec vous, Inch'Allah, demain dans un autre live, dans une autre émission, dans un autre échange.